Olive. Bienvenue sur Radio Live, la radio des PSI1 confinés mais pas démoralisés. Pour comprendre le fonctionnement des lunettes 3D cinéma, je vous propose quelques manipulations que vous pourrez refaire chez vous à condition d'avoir 2 paires de lunettes 3D. Et puis il vous faudra aussi quelques explications théoriques que je donnerai juste après les manips. Et enfin, si vous n'êtes pas arrivé à trouver le fonctionnement, dans une autre vidéo, j'expliquerai comment tout ça marche. C'est parti. Donc voilà, j'ai placé le verre gauche d'une paire de lunettes 3D sur l'objectif du smartphone. Donc c'est l'intérieur qui est placé du côté du smartphone. Donc c'est exactement comme si je regardais à travers le verre gauche d'une paire de lunettes 3D. Je regarde donc une deuxième paire de lunettes 3D avec les branches tournées vers nous. Et là, on constate qu'il ne se passe pas grand chose. On peut essayer de tourner. Il se passe quand même des petites choses colorées. Voilà. Et maintenant, on va recommencer en tournant les lunettes que l'on est en train de regarder de l'autre côté. Et là, il commence à se passer des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'un des deux verres occulte la lumière, en l'occurrence ici celui de droite, alors que celui de gauche laisse passer la lumière. Évidemment, droite et gauche, ça serait par rapport à celui qui porterait les lunettes que l'on est en train de regarder. Alors si on incline un petit peu les lunettes, on voit qu'à 90 degrés, c'est encore plus marqué. Voilà. Alors même manipulation, mais on regarde ici à travers l'extérieur du verre de gauche. Et la paire de lunettes 3D que l'on regarde a les branches tournées vers nous. Donc là, encore une fois, il se passe des choses très nettement. Donc on a des extinctions de la lumière, puis la lumière réapparaît. Et on va retourner les lunettes que l'on regarde, voir ce qui se passe. Voilà. Bien. Donc encore une fois, de légers effets colorés, mais rien de plus à signaler. Et on recommence, mais cette fois-ci, c'est l'intérieur du verre de droite qui a été collé sur le smartphone. Donc de nouveau, la paire de lunettes 3D que l'on regarde a les branches tournées vers nous. Et on a de nouveau l'effet coloré. Là, ici, c'est plutôt bleu. Et puis ça devient plutôt jaune lorsqu'on est à 0 degré et bleu à 90 degrés. On va retourner maintenant les lunettes. Et cette fois-ci, on constate que c'est le verre donc de gauche de la personne qui porterait les lunettes que l'on est en train de regarder qui ne laisse pas passer la lumière, alors que le verre de droite lui laisse passer la lumière. Et encore une fois que c'est plus marqué si on tourne les lunettes à 90 degrés, les branches étant cette fois-ci vers l'extérieur. Et enfin, avec le verre de droite dont c'est la face maintenant extérieure qui est collée au smartphone, et bien comme tout à l'heure, si on présente la deuxième paire de lunettes avec les branches vers l'intérieur, on a occultation de la lumière à 90 degrés. Et puis si on retourne ces lunettes, eh bien on a juste un effet coloré lorsqu'on les tourne, branche vers l'extérieur. Comme annoncé, maintenant un petit peu de théorie sur les polariseurs et les lames à retard. Pour bien comprendre comment fonctionnent les lunettes 3D utilisées au cinéma, nous avons besoin de notions sur les polariseurs et sur les lames à retard. Alors le prérequis, c'est la connaissance des ondes électromagnétiques dans le vide et de la structure d'ondes planes progressives harmoniques de longueur d'onde lambda 0. Alors on va considérer d'abord un polariseur. Alors le polariseur, il est fabriqué dans un matériau dit dichroïque, qui est la propriété d'absorber le champ magnétique dans une certaine direction et le laisser passer partiellement dans une autre direction qu'on appelle direction de polarisation. Donc si on considère une onde électromagnétique qui est polarisée de façon quelconque, c'est-à-dire elliptiquement, ou qui n'est pas polarisée du tout, on reverra un tout petit peu ces notions tout à l'heure, eh bien ce champ il est modifié par la traversée
du matériau dichroïque de notre polariseur et il ne va plus rester que la composante selon la direction de polarisation. Donc on est passé d'une polarisation quelconque ou d'une absence de polarisation à une onde plane progressive polarisée rectilinément, ici selon EY, où Y c'est la direction de polarisation. Alors on distingue polariseur, analyseur, même si c'est exactement la même lame. Le polariseur, il est placé en premier. Il va donc nous créer cette onde polarisée selon l'axe des Y, donc polarisation rectiligne. Et puis si on place après un autre polariseur, qu'on va du coup appeler analyseur, dont la direction de polarisation n'est pas alignée avec celle du polariseur, mais fait un angle alpha, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on ne va conserver que la composante selon l'axe Y', qui est l'axe de polarisation de la deuxième lame. Et donc du coup, on voit qu'on n'aura conservé que la projection du champ électrique qui d'abord était porté par l'axe des Y sur l'axe Y'. Ce qui fait intervenir cos alpha. Donc le champ électrique après traversée, il est de la forme E cos alpha EY'. Donc son intensité qui vaut valeur moyenne du champ électrique au carré sur mu0c, l'intensité de l'onde correspondante, et on voit que du coup, elle est maximum pour alpha égale à 0. On note Imax cette valeur-là. Et puis elle va décroître en cos carré alpha, ce qui s'appelle la loi de malus et qu'on peut vérifier. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors passons aux lames à retard. Donc une lame à retard est constituée d'un matériau biréfringent d'épaisseur E. On a encore une fois une onde plane. Alors je ne l'ai pas signalé, mais à chaque fois on considère que les matériaux sont en incidence normale. Donc l'onde plane tout à l'heure, elle se propageait sur l'axe des X. Et nos matériaux, ils ont des faces qui sont orthogonales à l'axe des X. Donc ici mon matériau c'est une lame à retard d'épaisseur E. Et là le matériau qui la constitue est dit biréfringent. C'est-à-dire que il ne va pas laisser passer à la même vitesse la composante du champ électrique selon Y et la composante du champ électrique selon l'axe des Z. Donc si vous imaginez qu'on avait une onde polarisée rectilinément selon l'axe des Y, et ben, elle va par exemple traverser plus vite qu'une onde qui serait polarisée rectilinément selon l'axe des Z. Ça se traduit par le fait qu'on a deux indices différents, NY et NZ n'ont pas la même valeur. Alors ces indices de réfraction, pour les définir, je reprends ce qui se passe d'abord dans le vide, c'est-à-dire avant de traverser de la lame. Donc avant de traverser de la lame, dans le cas d'une polarisation quelconque, alors bien sûr EX égale à 0, il n'y a pas de composante de l'onde selon la direction de propagation. Donc on n'a qu'une composante EY et EZ pour le champ électrique. La composante EY, eh bien, elle est de la forme E0Y cos oméga t moins K0x. K0 c'est le vecteur d'onde dans le vide. Il vaut 2pi sur lambda 0 ou oméga sur c. Dans le vide, effectivement, l'indice de réfraction est égal à 1. La composante Z, elle n'est pas forcément en phase avec la composante EY, ce qui fait qu'on introduit un déphasage, moins phi, par convention, on note moins phi le déphasage, donc phi c'est l'avance de phase de Y par rapport au Z, et phi porte le nom de polarisation, je le rappelle, il est compris entre moins pi et pi, on peut inclure pi éventuellement. La polarisation est quelconque si phi est différent de 0 et différent de pi, sinon elle est rectiligne. Et puis il n'y a pas de polarisation si phi varie aléatoirement d'un train d'onde au suivant. Voilà. Quand on n'est plus dans le vide mais dans un matériau, et bien à ce moment-là, le vecteur d'onde, c'est plus oméga sur c, c'est oméga sur la vitesse de phase. Et on a donc deux composantes du vecteur d'onde qui vont être différentes dans un milieu biréfringent, puisqu'on aura oméga sur v phi y pour ky et oméga sur v phi z pour kz. Voilà, comme v phi par définition, c'est c sur l'indice de réfraction du milieu, on voit que ky s'écrit ny fois k0, ny fois 2pi sur lambda 0, et kz, nz 2pi sur lambda 0. Du coup, notre champ électrique dans la lame à retard, eh bien, il va être de la forme E0y cos oméga t moins kyx pour la composante y, et E0z cos oméga t moins kzx moins phi pour la composante selon z.
Donc en sortie, c'est-à-dire pour x égale à e, eh bien si on fait un petit changement d'origine des temps, c'est-à-dire qu'on pose t' égale t moins ky sur oméga fois e, eh bien la composante y est de la forme e0y cos oméga t', et la composante ez, elle est de la forme e0z cos oméga t' moins kz2 plus ky moins phi. Autrement dit, on a introduit un retard supplémentaire psi de la composante ez par rapport à la composante ey, et c'est ce retard qui est encadré ici. Il vaut donc, d'après notre calcul, kz moins ky fois e, c'est-à-dire 2π sur lambda 0 nz moins ny fois e. Et on voit si, comme je l'ai supposé en disant que l'onde allait plus vite si elle était polarisée selon l'axe des y que selon l'axe des z, eh bien si nz est plus grand que ny, alors à ce moment-là, psi est positif. Or nz plus grand que ny, eh bien c'est bien du coup dire que la vitesse de phase selon l'axe des y, qui s'écrit c sur ny, est plus grande que celle selon l'axe des z, qui s'écrit c sur nz. Donc l'onde va plus vite selon y que selon z, et donc z est en retard par rapport à y, puisque psi c'est l'avance de phase de ey par rapport au z. Donc on définit OZ comme étant l'axe lent et OY l'axe rapide de notre lame à retard. Alors ces axes OY et OZ sont appelés des lignes neutres, parce que si avant la lame, eh bien on avait, comme je l'ai déjà signalé, une onde plane progressive harmonique polarisée rectilignement selon Y ou Z, eh bien elle va le rester. C'est les seuls cas où la polarisation n'est pas modifiée par la lame. Pour la lame lambda sur 4, eh c'est un cas particulier, on l'appelle la lame quart d'onde. Eh bien, on choisit l'épaisseur de cette lame de manière à ce que l'avance de phase de EY par rapport à Z soit égale à plus pi sur 2. Donc comme si s'écrit aussi 2π sur lambda 0 fois delta. Alors, delta, on retrouve le vocabulaire de l'optique ondulatoire, c'est la différence de marche entre EZ et EY due à la lame. Donc cette différence de marche est positive quand l'onde a subi un chemin optique plus long selon Z que selon Y. Ce qui est le cas ici puisque l'indice est plus grand selon Z que selon Y. Donc delta est positif. Et dans ce cas-là, eh bien on voit que si on choisit E de manière à ce que E soit égal à lambda 0 sur 4 fois nz moins ny, eh bien on a delta qui vaut lambda 0 sur 4. Donc on a introduit une différence de marche égale à lambda 0 sur 4, un quart de longueur d'onde, d'où le nom de la lame, et un déphasage de pi sur 2 entre les deux composants du champ électrique. Donc voilà ce qui se passe pour les lames à retard. Alors on va utiliser, pour comprendre les lunettes 3D, uniquement la lame quart d'onde, et on aura besoin, pour interpréter les observations que l'on a vues précédemment, eh bien, de comprendre comment on transforme une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire et l'inverse. Et donc ça va être la modification de la polarisation avec une lame quart d'onde. Alors si on regarde le premier schéma qui est ici, eh bien on voit qu'on est parti de lumière non polarisée, on l'a polarisée selon un axe, la direction de polarisation d'un premier polariseur. Donc on obtient une polarisation rectiligne, et on installe la lame lambda sur 4 de manière à ce que, eh bien, ici, la direction de polarisation soit la première bisectrice des deux lames neutres. C'est-à-dire que E fasse un angle plus pi sur 4 avec l'axe rapide, l'axe des Y. Alors on va prouver du coup qu'on a une polarisation circulaire gauche en sortie de la lame, donc on est bien arrivé à ce qu'on voulait, transformer une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire. Alors effectivement, avant la lame, eh bien notre champ électrique il était de cette forme-là. Il avait la même composante selon EY et EZ. Cette composante, pour la petite histoire, elle est de la forme E0 sur racine de 2 cos oméga t moins kx. Le racine de 2, c'est parce que E0, ça serait la valeur maximale du champ électrique. Peu importe en réalité. Après la lame, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a vu qu'on avait rajouté un déphasage de plus pi sur 2 entre EY et EZ, ou donc moins pi sur 2 entre EZ et EY. Donc, en faisant le petit changement d'origine des temps, si la composante selon Y elle est en cos oméga t', du coup la composante selon EZ elle est en cos oméga t' moins pi sur 2, c'est-à-dire en sinus oméga t'. Donc, qu'est-ce qu'on reconnaît ? Bon, on reconnaît
que l'extrémité du vecteur E, si on affecte sa base en haut, bah, l'extrémité du vecteur E, elle décrit un cercle. On connaît les projections en cos oméga t' et sinus oméga t', un cercle qui est décrit dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire de Y vers Z, lorsqu'on est orienté avec la règle du tire-bouchon. Donc c'est bien une polarisation circulaire gauche que l'on a définie. On peut reprendre exactement le même calcul si la direction de polarisation, elle est telle qu'on soit plus à plus pi sur 4 par rapport à l'axe rapide, mais à moins pi sur 4. Donc vous voyez tout à l'heure, le champ électrique, il était là, maintenant il est là. Donc il est porté par la deuxième bisectrice. Et du coup, qu'est-ce que ça change? Bon, on a un moins ici selon l'axe des Z, on a juste modifié ce moins, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin. C'est-à-dire que maintenant, on a du cos oméga t' moins sinus oméga t', donc cos oméga t' selon Y, moins sinus oméga t' selon le Z. C'est-à-dire que maintenant, vous avez inversé la composante selon l'axe des Z, ce qui fait que votre champ, symétriquement de la polarisation circulaire gauche, ben maintenant il donne une polarisation circulaire droite. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire partir d'une polarisation circulaire, obtenir une polarisation rectiligne. Pour ça, on a les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une lame lambda sur 4, suivie cette fois-ci d'un polariseur, et non plus précédée par un polariseur. Alors considérons une polarisation circulaire droite, celle que l'on vient de décrire, et puis on va mettre une lame lambda sur 4. Alors, peu importe la position de cette lame lambda sur 4, puisque la polarisation circulaire droite, elle est invariante par toute rotation autour de l'axe des X. En revanche, ce qu'on va en déduire, c'est qu'en sortie, notre champ électrique il est polarisé selon la première bisectrice de la lame lambda sur 4. Alors effectivement, avant la lame lambda sur 4, le champ il était polarisé circulairement à droite, donc il était en cos oméga t moins kx selon Y, et en moins sinus oméga t moins kx selon le Z. Après la lambda sur 4, eh bien, on a introduit de nouveau un retard de moins pi sur 2 entre la composante EZ et la composante EY. Donc, via un petit changement d'origine des temps, eh bien, si on a une composante en cos oméga t' moins kx selon Y, on a une composante en moins sinus oméga t' moins kx moins pi sur 2, c'est-à-dire en plus cos oméga t' moins kx selon Z. Donc on voit qu'on a un champ qui s'écrit et qui a la même composante selon Y que selon EZ. Donc ça veut dire qu'il est porté par le vecteur U, et ce vecteur U, eh bien lui-même il est porté par la première bisectrice de notre lame à retard, c'est-à-dire il fait un angle plus pi sur 4 avec l'axe rapide. Alors du coup c'est très intéressant et ça va être utilisé dans les lunettes 3D parce qu'on a possibilité d'éteindre l'onde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lumière en sortie, à condition de mettre un polariseur. Et ce polariseur, il va donc être placé de telle façon que la direction de polarisation soit orthogonale au champ électrique de la polarisation rectiligne qu'on a obtenue en sortie de la lambda sur 4. Donc dans ce cas-là, effectivement, eh bien, on aura éteint une onde qui initialement était polarisée circulairement à droite. En revanche, on peut la conserver évidemment si notre polariseur, sa direction de polarisation comme c'est représenté sur le deuxième schéma qui est ici, et bien au contraire, elle est portée par U, donc elle est parallèle au champ électrique, et dans ce cas-là, et bien effectivement, vous aurez de la lumière en sortie. Si l'onde maintenant est polarisée circulairement à gauche, à la sortie de la lambda sur 4, regardons rapidement ce qui se passe. Donc, polarisée circulairement à gauche, elle est en cos oméga t moins kx selon Y, en sinus oméga t moins kx selon Z. Donc après la lambda sur 4, eh bien, on a transformé ce sinus oméga t moins kx en un sinus oméga t' moins kx moins pi sur 2, c'est-à-dire en moins cos oméga t' moins kx. Donc du coup, on a même composante du champ électrique selon un vecteur V qui est égal à EY moins EZ. C'est-à-dire ce vecteur V, c'est le symétrique par rapport au plan Z égale à 0 du vecteur U de tout à l'heure. Autrement dit, il est porté par la deuxième bisectrice de la lame à retard. Il fait un angle moins pi sur 4 avec l'axe rapide. Et là, de nouveau, possibilité d'éteindre l'onde avec un polariseur qui sera tel que la direction de polarisation soit orthogonale à V,
ou de conserver au contraire la lumière en prenant un polariseur dans la direction de polarisation et porté par V. Voilà, alors avec ces éléments, maintenant il est possible, au vu de toutes les expériences qui ont été faites, de savoir exactement ce qu'il y a dans les lunettes 3D, de chaque côté, œil gauche, œil droit. À ce stade, vous avez certainement compris qu'on pouvait utiliser un des verres d'une paire de lunettes 3D, peu importe que ce soit celui de gauche ou celui de droite, en tant que polariseur. C'est ce que l'on va voir sur les 2 vidéos qui suivent, qui sont commentées avec du texte et que vous pouvez également réaliser chez vous. Sometimes you wish you'd never been born in this world of lies that we choose to believe. We never really seem to recall the way they put our backs to the wall. They know that time is ticking away. Well, the bigger the calm, the harder they fall. Hey, wait, this world is fading away now. Hey, wait, this world is fading away now. Hey, wait, this world is fading away now. Hey, wait, this world is fading away. Your mind is what they want to control. Nobody really dares to believe that once they will let take out your soul, it'd be taken away. Olive.